Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à 2 heures de marche sur Montagne TV. Nouveau numéro dans un nouveau décor. Nous sommes aujourd'hui à La Clusaz, à proximité du lac des Confins, avec l'espace nordique des Confins juste derrière moi. Et si nous avons choisi les Aravis de manière générale aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été le théâtre de compétitions importantes durant cet hiver 2013. Cette année, se sont déroulés à Annecy au mois de mars dernier les Jeux militaires d'hiver mondiaux, s'il vous plaît. On en reparle avec le responsable de la délégation française, Jean-René Bachelet, et également le directeur de la communication du Conseil général de Haute-Savoie, Stéphane Gugineau. Ils m'attendent sur la terrasse du Chalet du Lac, à quelques mètres d'ici. Nous sommes à La Clusaz. Nous voici maintenant sur la terrasse du Chalet du Lac, certainement l'une des plus belles terrasses ici à La Clusaz, avec un décor somptueux juste derrière moi, le lac des Confins qui commence à perdre la neige petit à petit. J'imagine que c'est un décor, mon général, que vous connaissez bien. De longue date, oui. De longue date. Vous avez officié dans la région pendant de nombreuses années. Oui, au risque de dénoncer mon âge canonique, j'ai commencé comme sous-lieutenant au 27e bataillon de chasseurs alpins en 1965. Alors ça nous fait un point commun, mais ceci étant, je suis né en 63 et j'y suis arrivé quelques années plus tard, Voilà. Mais en 1982. Effectivement, ça laisse à chaque fois des souvenirs inoubliables. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la délégation française pour les Jeux mondiaux militaires, qui existent depuis combien d'années maintenant? Pardonnez-moi de corriger, en fait, j'ai été choisi pour être le président du groupement d'intérêt public qui a été constitué pour l'occasion, hein, avec l'État, le ministère de la Défense, ministère des Sports, le département de Haute-Savoie, la ville d'Annecy et le comité olympique comme membres fondateurs. Alors pour bien comprendre comment s'organisent ces Jeux, il y a déjà une organisation qui s'appelle le CISM, qui est le Conseil international des sports militaires, c'est cela? C'est ça, c'est une organisation qui a été créée dès 1948 par des officiers français d'ailleurs, qui, après les tragiques événements de la Deuxième Guerre mondiale, estimaient qu'il était sans doute préférable de se rencontrer sur les terrains de sport plutôt que sur les champs de bataille. Et quels sont les pays qui vous ont suivi dans la démarche? Alors, au départ, c'était très Europe occidentale, et aujourd'hui, il y a 133 nations. Donc c'est une des plus grosses organisations sportives mondiales, de fait. Combien de jeux et tous les combien? Tous les 4 ans, c'est bon, ça un peu très comme longtemps, le modèle des Jeux Olympiques? Très longtemps, il y avait des championnats qui étaient entre militaires, si je puis dire. Et puis, il y a déjà un certain nombre d'années, l'idée a été de faire des Jeux d'été qui se voulaient être un peu au prélude aux Jeux Olympiques. Et puis, il y a 3 ans maintenant, à Aoste, et ce n'était pas fortuit parce que le président était à l'époque un général italien, constatant qu'un très très grand nombre d'athlètes des équipes nationales étaient des militaires, a lancé les Jeux mondiaux. À Aoste, il y a 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? Parce qu'en fait, ça avait pris un peu de retard, puisque la vocation, c'est d'être vraiment l'année pré-olympique, ce que nous avons fait cette année. C'est donc la 2e édition. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a un nombre de médaillés aux Jeux Olympiques qui est assez conséquent. 258 athlètes, je crois, aux Jeux Olympiques de Vancouver ont été médaillés. Et sur ces 258 athlètes, 50, ou près de 50, étaient des militaires. C'est ça, mais c'est encore plus spectaculaire, je dirais, lorsqu'on considère la France et les Jeux d'hiver. Aux Jeux de Turin, par exemple, plus de 50% des médailles ont été gagnées par de l'ordre de 20% des athlètes qui étaient des militaires. Hein. Alors aujourd'hui, les Jeux Olympiques ont lieu en été, ont lieu en hiver. J'imagine que pour les Jeux militaires, c'est la même chose? Voilà, mais pour les Jeux d'hiver, c'était la 2e édition. Aoste a ouvert la porte. C'était encore un peu des championnats militaires, même si, d'après ce que j'en ai vu, parce que je n'y étais pas, mais c'était déjà pas mal. Et nous, il nous revenait au fond un peu de créer le modèle. Quand est-ce qu'a été prise la décision d'organiser les Jeux militaires, j'allais dire les Jeux Olympiques, les Jeux militaires mondiaux à Annecy? La commission d'évaluation est venue au printemps de 2012. Très bien. À l'époque, je n'étais d'ailleurs pas encore dans ce poste présidentiel, dans la mesure où au départ, je n'étais pas partant pour prendre des responsabilités, parce que je trouve que la retraite n'est pas ce qu'on croit et que j'en ai déjà beaucoup.
Et puis au bout du compte, je me suis laissé convaincre que ça aurait été une mauvaise action que de ne pas le faire, et je vous dirais que je ne le regrette pas. C'est une magnifique aventure. Alors pour organiser les différentes manifestations, plusieurs sites ont été sélectionnés. Quels étaient les théâtres des compétitions? Alors le cœur du sujet, c'est bien sûr les compétitions, l'alpin à la Clusaz, le nordique et le biathlon au Grand Bornand, une épreuve spécifique ski-alpinisme à Chamonix. On ne pouvait pas faire des compétitions internationales de ce niveau-là sans mettre Chamonix en valeur. Hein. Une épreuve spécifique ski-orientation au Semnoz. D'accord. Une épreuve spécifique encore, escalade, au mur d'escalade du lycée Berthollet à Annecy, qui est le plus beau mur d'escalade de la région. Et une épreuve de patinage, short track, à la patinoire d'Annecy. Ça, c'est pour le cœur du sujet. Combien de compétiteurs? Alors, les compétiteurs étaient un peu plus de 500, mais les participants, près d'un millier. Hein. Et vous me le disiez, plus d'une centaine de nationalités étaient représentées cette année? 133, c'est le chiffre des adhérents, si vous voulez, au CISM. D'accord. Chez nous, nous accueillions 39 équipes, 40 avec la nôtre, quoi. Et alors, parlez-nous d'exotisme un petit peu. Quelles étaient peut-être les nationalités les plus éloignées de chez nous? La Chine, bien sûr, et qui d'ailleurs se comporte toujours avec honneur. Hein, elle a dominé le short track, par exemple. L'Afghanistan, même si il était représenté à dose homéopathique par des grimpeurs, hein, pour l'escalade. Le Chili, l'Iran. C'est pas forcément exotique, mais ça peut paraître un peu inattendu. Oui, on n'a pas le sentiment qu'effectivement... L'armée iranienne était là, quoi. L'armée iranienne était là, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est forcément à chaque fois une organisation très importante, des problèmes d'hébergement ou pas du tout pour accueillir tous ces athlètes? Oh, bah ça, si vous voulez, c'est pas forcément ce qui est le plus difficile. Hein. Simplement, nous, ce que nous nous étions fixés comme règle, il faut dire que, comme je le disais à Host, le modèle n'était pas encore véritablement établi. Et le modèle était le modèle d'été. Or, les derniers Jeux d'été a eu lieu à Rio. Et le pays émergent qu'est le Brésil a voulu faire une exceptionnelle démonstration. Il a placé la barre très haut, en qualité, mais aussi en coût. Et nous, notre parti pris, si vous voulez, étant parfaitement conscient de l'ambiance du moment, c'était d'intégrer comme une contrainte très forte de faire les Jeux à la meilleure qualité possible au moindre coût. Et donc, si vous voulez, c'était ça un peu la difficulté, avec pour autant une cérémonie d'ouverture qui voulait donner le sens à l'ensemble, de la vie de tous ceux qui ont assisté à ça, qu'ils y aient assisté directement ou par le biais des retransmissions, notamment TV8 Mont-Blanc a fait des passages en boucle. Cette cérémonie d'ouverture, ça peut paraître être d'un optimisme béat de dire qu'elle a parfaitement couvert nos objectifs, et même au-delà. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si vous voulez, l'ambiance que nous voulions donner, que nous voulions caractériser dès ce moment-là, elle se déclinait directement à partir de la devise du CISM. La devise du CISM, c'est « Amitié par le sport ». Très bien. Et donc nous voulions illustrer le thème de la fraternité. Une fraternité, si vous voulez, qui unissait bien entendu tous ces champions qui allaient se retrouver au-delà de leurs diverses origines. Une fraternité illustrée par une symbiose étroite avec les populations, et en Haute-Savoie, c'est pas difficile, et des populations que nous voulions transgénérationnelles, ce qui a été le cas, des participations des scolaires, des collégiens. Le public a répondu présent. Je vais vous donner une image, ça vaut ce qu'elle vaut, mais qui est extraordinairement emblématique. Le moment incontournable de la Marseillaise. Entonnée par Anne Contat, qui n'est pas du tout une chanteuse professionnelle, adjointe au maire de La Roche, mais qui a une voix exceptionnelle, et reprise par un chœur tricolore. En bleu, les collégiens. En blanc, les chasseurs du 27. En rouge, devinez? Les athlètes? Même pas? Non, les pulls rouges, les moniteurs. Les moniteurs étaient là, les moniteurs des Aravis. Très bien. Ça avait une gueule extraordinaire. Les athlètes, eux, il leur revenait, bien sûr, le défilé, porter la flamme. On avait mobilisé Jean-Baptiste Grange pour l'occasion. Enfin bref. Fallait que ça ait de la gueule, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, il s'est passé un phénomène, si vous voulez, quand j'analyse ce qui s'est passé là, au Village des Jeux, où une ambiance exceptionnelle. Le samedi, il y a eu 60 000 personnes qui sont passées. Puis on avait tous les soirs la distribution des médailles, des animations et autres. Il s'est passé un phénomène étrange. Tout s'est passé comme si l'état d'esprit exceptionnel de ces garçons et ces filles, c'est pas un hasard s'ils sont au haut niveau, ils sont.
Ils ont une sorte de luminosité d'être, de générosité d'être, qui vous réconcilierait avec l'humanité si par hasard on était brouillé. Hein. Et tout s'est passé comme si cet esprit s'était diffusé. C'est l'impression qu'a donné cette cérémonie d'ouverture extrêmement fraîche, qu'ont donné les villages des Jeux, qu'il y avait sur les sites en dépit d'une météo qui n'était pas terrible, en dehors du mercredi. Mercredi était parfait. On parlait des champions justement. Chez les Français, on n'a pas à rougir. On a quelques grands champions sur le circuit international qui sont issus effectivement des différents corps d'armée. Ah ben bien entendu, les frères Fourcade notamment, hein, qui se sont illustrés pour l'occasion, hein, on les attendait. Tessa Worley qui, en dépit de petits pépins de santé cette semaine-là, et c'est là d'ailleurs qu'on voit que c'est une très très grande championne, hein, c'est magnifiquement illustré. Et d'ailleurs, il y a eu le Dauphiné qui a remarquablement couvert l'événement. Je pense que c'est son rôle d'ailleurs, mais enfin c'est notre partenaire essentiel de la presse écrite locale, a fait 3 unes là-dessus. Il y en a une qui pourrait être l'image de référence de ces Jeux. C'est les 3 filles qui collectivement venaient de remporter la médaille de l'or, dont Tessa Worley. Alors on les voit avec coiffées de leur béret, bien sûr, qui saluent très, très correctement, je dirais, et avec un sourire. Et en plus, elles sont belles. C'est extraordinaire. Ce qui ne gâche rien. À la première édition, à Aoste, vous en parliez tout à l'heure, les Italiens avaient fini les premiers au nombre de médailles devant les Français. Qu'en a-t-il été de cette édition 2013 ? Cette année, j'avais dit à nos camarades italiens, lorsque nous sommes allés chercher la flamme, quelques jours avant, que cette année, il n'y aurait pas de cadeau. Il n'y a pas eu de cadeau. Il n'y a pas eu de cadeau ? Alors, on les a coiffés sur le poteau grâce aux filles. D'accord. Parce qu'ils avaient quand même d'excellents compétiteurs. Hein. Quel a été le nombre de médailles pour la France cette année ? 30 médailles. 30 médailles. Combien d'épreuves différentes? Vous me le disiez tout à l'heure, il y a l'orientation, il y a le ski alpin, il y a le ski de fond. Il y a deux épreuves dans le ski alpin. Il y a au ski nordique, il y a 2 épreuves en ski nordique, plus le biathlon, plus la patrouille. Et tout ça se multipliant par 2, puisqu'il y a des épreuves sont systématiquement masculines et féminines. Très bien. Donc, vous voyez, ça fait un grand nombre d'épreuves. Où se dérouleront les prochains Jeux mondiaux militaires? C'est pas encore tranché. Je crois savoir qu'il y a sur les rangs la Norvège et la Slovénie. D'accord. Votre cœur balancerait plutôt de quel côté? Le cœur, je ne sais pas. La curiosité, je pense qu'il est souhaitable que ce soit la Norvège. Dans la mesure où je ne doute pas un seul instant que la Slovénie ferait très bien. Mais c'est pas mal que les Nordiques, qui sont très présents sur cette affaire-là, puissent s'y coller pour ancrer le modèle que nous sommes en train de donner. Et d'ailleurs, pour cette occasion, dans 4 ans, on ressortira la vasque de la flamme, qui était un magnifique corps de chasse de 3 mètres de haut. C'est les Italiens qui ont là aussi ouvert la porte. On n'a pas du tout parlé du transfert de la flamme, c'était aussi un sacré événement, et notamment à la Clusaz ici, ça a été géré de façon exceptionnelle. La flamme nous était transmise à Aoste, avec une cérémonie sur la place centrale d'Aoste, comme les Italiens savent faire. Bien sûr. Sympa, coloré, beau, artistique, avec les alpini, bien sûr, les enfants des écoles, et tout. Sympa comme tout. Et cette flamme était prise en compte par les hommes du groupe militaire de haute montagne, qui sont la pointe de l'alpinisme militaire et mondial. Vous savez peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont réussi un exploit complètement hors norme, qui était la traversée de la cordillère de Darwin, et puis peu après le Kamet, hein, en Himalaya. Donc ils ont assuré le transfert de la flamme à travers le massif du Mont Blanc et par tous les moyens possibles et imaginables. Y compris parapente, chien de traîneau et je ne sais quoi. Et ensuite, ils passaient sur chacun des sites. Et sur chacun des sites, il y avait un accueil par les populations, les enfants, enfin c'était la fête. C'est une véritable découverte. Mon général, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous vous dites on a peut-être commis une erreur ou on aurait pu mieux faire? Je sais qu'un militaire, par définition, n'est jamais satisfait à 200%. Alors, je vais commencer par donner un coup de chapeau à un homme que vous interviewerez tout à l'heure, qui est Stéphane Gugino, qui était le responsable de la communication du Conseil général et des Jeux mondiaux, qui nous a fait quelque chose d'exceptionnel avec Alexandra Caraz en termes de communication, de messages, le slogan, une armée de champions, les visuels, tout ça c'est eux. Et puis toute une action auprès des médias qui a été très largement couronnée de succès. Un regret, et dont je me fais l'écho là de certains avis qui me sont donnés par des amis parisiens et autres.
On est passé, je crois, 2 fois aux 20h de TF1, c'est pas mal. Mais rien sur Antenne 2, rien à Stade 2. Peut mieux faire. Quand même un peu dommage. Je pense que voilà, c'est là sans doute une démarche de progrès. Pour le reste, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Merci beaucoup, mon général. J'ai été ravi de vous rencontrer. Merci à vous. D'ici quelques instants, nous allons donc recevoir celui que vous évoquiez il y a quelques instants, Stéphane Gugineau. Il est directeur de la communication du Conseil général de Haute-Savoie. Merci encore. Nous avions un point commun avec notre premier invité tout à l'heure, Jean-René Bachelet, général, qui a commandé le 27e bataillon de chasseurs alpins. Je n'étais là-bas qu'un deuxième classe obscure. Notre deuxième invité, nous avons la chance de partager le même prénom. Vous féliciterez votre mère pour le choix de ce prénom, Stéphane Gugineau. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes le directeur de la communication du Conseil général de Haute-Savoie et vous étiez partie prenante dans l'organisation de ces Jeux mondiaux d'hiver militaires, dirons-nous. À quel niveau exactement? Dans le financement peut-être des Jeux dans un premier temps? Oui, d'abord dans le financement, puisque le Conseil général de la Haute-Savoie est un partenaire actif de tous les grands événements sportifs ou culturels qui ont lieu sur le territoire. Et dès le début, le président du Conseil général, Christian Monteil, a souhaité que le Conseil général soit un partenaire très fort des Jeux. C'est la raison pour laquelle, avec l'Assemblée départementale, il a décidé une contribution financière. Le budget d'une telle opération, c'est de l'ordre de combien? Le budget global des Jeux mondiaux militaires était de 3,5 millions. Très bien. Et donc le Conseil général, avec d'autres partenaires, a souhaité contribuer financièrement, mais aussi contribuer par la mise à disposition de personnel, puisqu'on sait que dans ce genre d'organisation éphémère, les renforts sont toujours appréciables. Et donc le service communication a été, dès le début, partie intégrante du comité d'organisation. Est-ce que l'État est également partenaire d'un événement comme celui-ci? Oui, bien sûr, l'État est partenaire, le ministère de la Défense au premier rang, le ministère des Sports, et puis les collectivités locales, la ville d'Annecy, le Conseil général de la Haute-Savoie, évidemment, l'Assemblée des Pays de Savoie aussi, donc des partenaires publics qui contribuent à la réussite de l'événement. Alors, le général qui était en ma compagnie tout à l'heure soulignait le travail que vous avez effectué en ce qui concerne l'affichage, la signature, le slogan également que vous aviez développé pour cette édition 2013. Revenons sur cette armée de champions, c'est cela? C'est ça. C'est sorti de l'esprit de qui, ceci? Oh, c'est un travail collectif, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Il y avait beaucoup de problématiques et d'objectifs dans le cadre d'un événement comme celui-ci. C'est un grand événement, mais en même temps, il avait une faible notoriété. Et puis, il y avait cette dimension militaire très très forte qui était presque problématique puisqu'elle elle créait une distance avec le grand public, mais il s'agissait précisément de ne pas en faire un événement entre militaires, mais vraiment un événement grand public. La gratuité des cérémonies et des épreuves participait à cette dimension-là. Donc il fallait en gros trouver une signature, un univers, créer un univers pour le promouvoir, qui à la fois donne cette dimension événementielle et en même temps souligne cette marque militaire très forte. Comment justifier et non pas condamner la non-couverture peut-être de certains médias sur cet événement? Je prends l'exemple des frères Fourcade. Ils ont brillé durant toute la saison hivernale. Ils étaient les premiers à être effectivement sur les premières pages des journaux, en première ligne également lorsqu'il y avait des journaux télévisés ou dans les magazines sportifs. Et finalement, on a très peu parlé de leur participation à ces Jeux mondiaux militaires. Alors, je crois que d'emblée, il y avait un premier écueil qui était celui de la faible notoriété de l'événement. C'est un événement qui est peu connu, mais qui est quand même inscrit au calendrier des grandes compétitions internationales. C'était d'ailleurs le point d'orgue de la saison des compétitions internationales d'hiver, mais c'est la première fois qu'il avait lieu en France. Donc ce manque de notoriété, c'est beaucoup plus facile de promouvoir des événements qui sont installés dans le calendrier, qui reviennent régulièrement. Là, ce n'était que la deuxième édition. Donc effectivement, il y a eu peut-être
manque d'intérêt, mais que je nuancerais parce que on a eu quand même près de 143 journalistes accrédités, avec une couverture nationale qui était peut-être pas aussi importante qu'on le souhaitait, mais on a beaucoup travaillé en tout cas pour essayer de l'accroître. La couverture régionale a été très très conséquente, la couverture nationale a été peut-être un peu plus faible, mais avec quand même quelques couvertures quand même de médias de très haut niveau. Et puis il y avait une couverture internationale qui était aussi conséquente. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les autres médias internationaux ont vraiment relayé cet événement et de manière peut-être plus importante? Oui, il y a eu beaucoup de... On avait des journalistes chinois, américains, anglais, qui ont plus spécialisés dans le monde du sport, hein, du sport institutionnel, du sport des grands événements, mais qui ont couvert, et on a une revue de presse qui est très conséquente. Est-ce que vous pourriez postuler pour une prochaine édition et dans combien de temps? La prochaine édition aura lieu dans 4 ans. On ne sait pas encore quelle sera la ville hôte, puisqu'elle sera désignée bientôt. Je crois que la Norvège est plutôt bien placée, mais rien n'est encore décidé. Mais pourquoi pas, c'est un magnifique événement. C'est au-delà de l'événement sportif en lui-même, il y a quand même une dimension très forte que je ne mesurais pas en entrant dans le projet, mais que j'ai, avec mon équipe, détecté assez rapidement, qui est celle de cette dimension militaire. Si on devait faire un bilan, je trouve... Ça veut dire, avez-vous atteint vos objectifs ou êtes-vous allé au-delà de ces objectifs? On est allé au-delà des objectifs, bien au-delà des objectifs, bien sûr. D'abord parce que l'événement a été livré. Et l'important dans l'événementiel sportif, c'est de livrer l'événement dans de bonnes conditions. Et sur ce plan-là, malgré une météo un peu maussade, le public était au rendez-vous. C'était quand même un des premiers objectifs. Donc, entre 13 et 15 000 personnes à la cérémonie d'ouverture, des sites de compétition qui étaient très fréquentés. Donc, de ce point de vue-là, les objectifs étaient remplis. Et puis, il y avait un deuxième objectif quand même qui était plus institutionnel, qui était celui de souligner la contribution majeure du sport militaire au sport de haut niveau, que ça soit international, puisque juste quelques chiffres, on a beaucoup travaillé là-dessus, pour revenir sur la signature, une armée de champions. Aux derniers Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver, sur les 256 médaillés, 56 étaient militaires. Donc c'est quelque chose qu'on sait peu, mais le sport militaire est un vivier de champions à l'échelle internationale, et plus encore en France, puisque la France fait figure de référence dans ce domaine-là. En 40 ans, l'armée a rapporté à la France près de 450 médailles internationales, dont 76 médailles olympiques. L'armée détecte, l'armée entraîne, l'armée accompagne des grands champions, leur donne un statut, ce qui n'est pas évident sur des sports où les sponsors ne se bousculent pas. Donc l'armée, je dis on, parce que maintenant j'ai l'impression de faire partie de la famille, mais l'armée la coupe est presque réglementaire. L'armée est un vivier de champions. Et ça, c'était quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, au-delà de la promotion de l'événement pour faire venir du public, mais bien souligner cet aspect institutionnel. Le ministère de la Défense est aujourd'hui le premier partenaire institutionnel du sport français. Je suis ravi qu'on en ait parlé sur cette antenne dans votre compagnie, Stéphane, et en compagnie du général qui était avec nous tout à l'heure. On en avait parlé en amont, on en parle après, on fait le bilan, et nous serons encore les témoins des prochaines manifestations pour les prochaines années. Merci mille fois. Nous allons quitter la terrasse du Chalet du Lac à regret, je vous prie de me croire, parce qu'effectivement le décor est somptueux et les conditions météorologiques sont juste exceptionnelles. Je voudrais juste vous présenter maintenant un extrait d'un documentaire que vous pouvez voir actuellement sur Montagne TV qui s'appelle « Raconte-moi la montagne ». Une balade avec un adulte et un enfant, un adulte qui raconte justement toutes les richesses de la montagne à cet enfant. On parle du patrimoine gastronomique, du patrimoine culturel, architectural, de la faune, de la flore. Un petit extrait à suivre maintenant dans 2 heures de marche et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Au niveau du matériel, voilà. Je grignote cette barre. Et toi, on va enlever la fourrure polaire, on va le mettre dans le sac, hein, parce que tu vas voir la chaleur qu'il fait là. Tu la sens, cette chaleur? Ah ouais. J'ai déjà moins chaud. T'as déjà moins chaud, ouais. Il est où ton sac? C'est bleu, toi?
Bon, ça va mieux, Hugo? Tu te sens mieux, là? Ouais. Ah oui, là, il faut recharger les batteries, sinon, avant de démarrer, sinon, prends ton temps, mâche bien, rebois un peu d'eau. Tu as soif, toi? Non, ça va? Si vous avez soif, il faudra me le dire. Hein? D'accord. Alors, en fait, on va partir par ce chemin-là, on va s'enfiler dans la gorge. Et puis, on va aller vers le glacier des sources de l'Isère. Vous avez remonté la vallée de l'Isère hein, avec les voitures. Il y aura de la neige? Ah ouais, il y aura de la neige. Ouais. Alors, si ça vous intéresse, regardez, on donne vite un petit coup d'œil. Là, on a des cartes. Alors, le parc national de la Vanoise, c'est pas un parc avec une clôture. C'est juste un territoire qu'on a délimité et où on va protéger les animaux, les plantes. C'est comme un grand jardin, si vous voulez. Un grand jardin sans clôture, parce que les bêtes, elles ont besoin de passer. Et entre autres, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'ici, là, voilà, là, il y a la frontière entre l'Italie et la France. Vous voyez, Val d'Isère, le Fornet, nous, on est ici. On va aller à ce refuge, on met les sacs à dos,